Ils sont le nerf de la guerre, le dernier maillon jusqu'au front. Sans ces soldats, pas de vivres, pas de munitions, pas de moyens de déplacement et pas de combat. Ce sont les hommes de la logistique. Au Mali, ils vont vers tous les fronts, sont sur tous les fronts. Incorporé à une mission de ravitaillement de l'opération Barkhane, j'ai suivi des soldats du 511e régiment du train, un convoi de l'extrême de 60 véhicules, 580 km à travers le désert et dans une zone où les groupes terroristes armés pullulent. Pendant 4 jours et 4 nuits, c'est avec ces soldats qu'à titre exceptionnel, j'ai été embarqué sur la route de l'enfer. Ma vie d'habitude, c'est plutôt ça. Journaliste, je travaille à Paris pour BFM TV. Plateau télé, interview, reportage, dans l'heure qui vient, vous allez découvrir comment je suis passé de ça, et ce sera, bonsoir à tous, nous sommes allés sur place, à ça. Je ne veux aucun véhicule étranger au convoi. Il s'écarte au minimum de 200 mètres. Voilà, c'est bon. Il faut que tu partes un peu sur ta gauche, un tout petit peu sur ta gauche. C'est un endroit éloigné par la guerre. Pour accéder au Nord Mali aujourd'hui, impossible de prendre un vol commercial. Seuls les avions militaires ou ceux des Nations Unies peuvent s'y rendre. C'est dans un petit appareil affrété par l'armée française que je me rends à Gao. Pour arriver de Paris, il a fallu plusieurs escales. Première étape, N'Djamena au Tchad. Puis un arrêt au milieu du désert nigérien dans la petite bourgade de Zinder. De là, il me faudra encore 2 heures de vol pour arriver au nord du Mali, point de départ de mon aventure. Bonjour. Bonjour, bienvenue à Gao. Merci, Thomas. C'est le lieutenant Florence qui m'accueille sur la base de Gao. Ici, dans ce bout de désert, plus de 1300 soldats français sont stationnés en permanence. Ils assurent la sécurité des populations et luttent contre les groupes terroristes locaux. Ils font partie de l'opération Barkhane. Au total, 4000 militaires français y participent. Ici, je vais être intégré dans un convoi logistique. Nous partons dans moins de 24 heures. Je suis immédiatement mis dans le bain. Bonjour chef, voici Thomas qui va partager l'aventure Bonjour. Du convoi avec vous. Moi c'est Guillaume. Bonjour Guillaume. Le lieutenant Florence me présente Guillaume, mon binôme, qui m'accompagnera pendant toute la mission. Vous tombez bien parce que là on est en train de percevoir tout ce qui est nourriture pour le convoi. Ouais. Donc vous allez pouvoir nous aider à charger un peu les véhicules. Ok, ça commence bien. Voilà, c'est ça. Je suis venu pour rien en fait. Hein. Allez, on est parti. Pas le temps de souffler, tout s'enchaîne très vite. Merci. Ok. Un seul, c'est tout? Ouais, là c'est bon, après on sera complet pour le VAB. Facile. Ah si, on peut en prendre un peu plus. Je me présente Thomas, salut. Bonjour, Jérôme. Salut Jérôme. C'est le pilote. Ah d'accord. Voilà. Ah bah oui, oui, Ok. bah alors double salut Jérôme. Là on va récupérer la nourriture maintenant, les rations. Ok. Attention, il est craqué, tu me le jettes toi. Jette carrément. Allez, ça arrive. Ok, jette. Vache. Au début, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fout ici, celui-là? Est-ce qu'il est bien tombé? Est-ce qu'il a vraiment choisi? Ou est-ce que ça a été imposé pour lui? J'allais dire, vous avez une paire de bras en plus, mais c'est un bras en fait. Et au final, non, on se rend compte qu'on a besoin de tout le monde. Même si le mec, il est pas du milieu, on aura toujours besoin d'une main en plus. J'ai senti qu'il était un peu perdu, qu'il savait pas trop dans quoi il allait mettre les pieds. Il a quand même une bonne tête, donc on part avec des bons a priori de manière générale. Ça va être un long séjour. Crac. Donc ça, ce sont les nouveaux VAB, il y a même des sièges indépendants maintenant en fait. Ouais, c'est ça. Avant, c'était donc des banquettes. Maintenant, pour les raisons justement encore de résistance aux mines et aux vibrations, on est passé sur des sièges indépendants, suspendus, ce qui fait qu'en fait, les vibrations n'arrivent pas jusqu'à la personne qui est dedans. Je m'apprête à passer plusieurs jours à bord de ce véhicule qui peut sauter à tout moment sur une mine. Je commence à me sentir légèrement stressé. Et ça ne va pas s'arranger avec ce qui va suivre. Nous sommes convoqués au briefing mission du capitaine Nicolas, responsable du convoi. C'est là que je vais découvrir précisément ce qui m'attend. Devant lui se trouve sommairement indiqué le tracé de notre convoi. Notre mission, elle est bien d'escorter le convoi avec la ressource de Gao
jusqu'à Tessalit. Concernant la situation sécuritaire, le long de l'axe de progression, reste globalement calme, malgré différents raids qui ont été conduits récemment. À quelques heures du départ, la tension est montée d'un cran. Si j'avais eu encore le moindre doute, maintenant les choses sont très claires, je suis en zone de guerre. Notre mission sera de ravitailler en vivres, carburant, armes et munitions la base française de Tessalit, située à plus de 500 km au nord de Gao, tout près de la frontière avec l'Algérie. Là-bas sont stationnés environ 300 soldats français, totalement isolés dans une zone à haut risque. Ils sont chargés de lutter contre les groupes terroristes locaux, parmi lesquels les islamistes d'Al-Qaïda. L'itinéraire de notre convoi a été découpé en 5 étapes. Les passages près des localités de Tabancor, Anefis ou Agel Hok feront partie des plus dangereux. Notre convoi se fera sous la menace permanente des attaques ennemies. Le plus gros risque pour les convois, c'est surtout l'attaque mine, quoi. On est relativement vulnérable là-dessus. Et les gens ici, nos ennemis, ils sont, c'est un petit peu leur seul moyen de se battre contre nous. Puisque voilà, on est quand même armés lourdement. On a des gros dispositifs, un gros déploiement d'hommes à chaque fois. Donc l'attaque frontale, ça ne serait pas forcément dans leur intérêt. Donc ils utilisent ce système-là, un petit peu comme en Afghanistan. Sauf que là, on est sur un terrain qui est totalement différent. C'est vraiment le gros risque sur le théâtre. Si la menace principale vient des mines dissimulées sur le parcours, les attentats suicides représentent eux aussi un gros danger pour le convoi. Je ne veux aucun véhicule étranger au convoi. Qui viennent de face, qui viennent de côté, qui viennent de derrière, ils s'écartent au minimum de 200 mètres. J'ai cru comprendre que ça allait être... Ah bah là, on va être dans la rusticité, ouais. Donc c'est vrai que la tenue de ville, va falloir l'enlever et passer en treillis. Là, l'infirmerie, elle est loin? Là, on en a pour 3-4 minutes de marche. Mais avant de me changer, petit détour obligatoire par l'infirmerie. Je dois être formé aux situations d'urgence, c'est l'équipe médicale qui va me prendre en main. On va m'expliquer comment gérer une blessure éventuelle pendant les premières minutes si nous venions à être attaqués. Guillaume me confie à l'adjudant Charlotte. Je vous suis. Ça va vite ici, on perd pas de temps, hein? Alors, je vais vous présenter la TIC, La TIC, qui est quoi la TIC? Ça veut dire trousse quoi? individuelle du combattant. D'accord. Donc c'est une pochette basique avec plein de petites choses dedans. Vous avez de base un garrot tourniquet. D'accord. Donc un garrot tourniquet, c'est C'est un garrot. un garrot avec une vis. Oui. Donc vous devez dévisser la vis, le préparer. Oui. Si vous le mettez sur le pare-balles, il faut qu'il soit en mesure d'être utilisé. Donc on l'écarte au maximum. Oui. Comme ça, on peut le passer par la jambe, on peut le passer par le bras, sans perdre de temps. On laisse la languette, parce que si vous faites ça, Ah oui, après ça. le temps qu'on commence à refaire, à le remettre en position, on perd du temps et quand il y a une hémorragie massive, Ouais. comprenez bien qu'on n'a pas de temps à perdre. Ok. C'est un peu stressant votre truc quand même. Mais pas du tout. Faut pas y penser. Je vais pas y penser. Faut pas y penser. Ne pas y penser. Et pour que je sois complètement rassuré, c'est Guillaume qui prend la suite. Mon binôme va me montrer le système de défense de notre véhicule. Il sera chargé de l'utiliser en cas d'attaque. Nous sommes bien équipés pour riposter. Je peux passer en caméra jour, caméra nuit. Je peux télémétrer un objectif, donc ça va à quelle distance il est. Et je peux tirer surtout. Et là, c'est toi qui l'utiliserais si on était au contact de quelqu'un. Bah oui, moi c'est ma place, ça sera ici tout le long, vous derrière. On communiquera par le couloir ici. Ouais. Et s'il y a un souci, bien sûr, tout le monde rentre. En attendant, je ne résiste pas à jouer au pilote. Le volant, c'est le volant d'une 2 chevaux en fait. Hein. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, non? Ouais, et avec une direction assistée, peu assistée. Ouais, Voilà. donc il faut avoir des gros bras quoi. C'est ça. À quelques heures du départ, chacun doit aussi préparer son matériel. Chaque soldat s'y attelle avec concentration. Il faut penser à tout, une fois dans le désert, il sera trop tard. Tout est donc vérifié dans le moindre détail. Le nord du Mali reste un territoire dangereux. Ce qui nous attend ne laisse aucune place à l'improvisation. Dehors, le chargement se poursuit.
L'équipe entière travaille sans relâche jusqu'à la nuit tombée. Pas le choix, il faut que tout soit prêt au petit matin et que nous partions à l'heure prévue. Voilà, c'est mon premier vidéojournal, c'est ma première nuit au Mali. Je suis arrivé ce matin et je crois que je peux dire que je n'ai jamais été embarqué aussi rapidement dans une aventure. J'ai atterri quelques minutes plus tard, j'étais déjà en train d'aider à charger des cartons. J'ai pas vraiment eu le temps d'installer une première relation. J'ai rencontré tout le monde, mais ça a été très bref, donc il va falloir tisser des liens dans les jours qui viennent. Ce que j'avais peut-être sous-estimé, c'est la problématique sécurité. C'est relativement tendu dans la région. Il y a 10 jours, il y a un convoi qui était attaqué. Un des soldats a été tué. Personne n'en parle, mais on voit qu'il y a une concentration. On voit que c'est quelque chose qui est dans tous les esprits. On a peut-être 3-4 heures à dormir et après c'est le moment du grand départ. Convoi Charente 14 à mon commandement, repos. Bonjour à tous. Je vous demandais de resserrer un tout petit peu pour que tout le monde puisse m'entendre là. Le point particulier sur lequel je vais appuyer ce matin, c'est le fait qu'on n'a pas d'appui. D'appui 3D, je parle. D'appui 3D. C'est pas grave, on va faire avec. Dans les zones dangereuses, les convois sont aussi protégés par voie aérienne. C'est ce que l'on appelle l'appui 3D. Drones et avions de chasse sont déployés pour assurer leur sécurité. Pendant le reste du trajet sans appui aérien, la vigilance au sol doit être décuplée. On n'a pas d'appui 3D ce matin, mais on en aura sûrement pendant le convoi. Donc les warning shoots, c'est au sol. Pourquoi c'est au sol? Parce qu'en plus, c'est plus visuel. C'est mon premier gros convoi opérationnel sur plusieurs jours. Je crois que je dois être un des rares seuls à être jamais venu au Mali de mon équipe. Donc forcément, je donne une poignée d'ordre. Et puis les mecs, comme ils connaissent le terrain, comme ils connaissent leur boulot sur le bout des doigts, ça déroule. On est largement en avance, ok, on sera pas mal pour partir à 6h. On se retrouve au mieux à Lima 2 ce soir pour mettre en place une BOAT. On convoi. Garde tout. On peut les rangs. C'est le début de l'aventure. Nos 59 véhicules quittent le parking géant sur lequel ils étaient positionnés. Chaque engin a une place précise dans le convoi. Quant à l'itinéraire, il est nouveau, il a été finalisé la veille, il peut être modifié à tout moment et il change pour chaque convoi. Cela permet d'éviter les embuscades. Au cours de notre première étape, notre objectif est simple. Parcourir au moins 120 km. Arriver jusqu'à Lima 1, c'est à partir de ce point que nous pourrons installer notre premier bivouac dans le désert et dans des conditions de sécurité acceptables. Le top départ est donné, je m'installe à l'arrière du véhicule blindé. Je garde mon casque et mon gilet pare-balles obligatoires malgré le surblindage. Dans notre convoi, une quinzaine de VAB et une quarantaine de camions et de véhicules en tout genre. Des véhicules lourds, des véhicules lents. Une fois lancé, notre convoi pourra s'étirer sur une dizaine de kilomètres. Le terrain met le matériel à rude épreuve. Les ornières, les cailloux, la chaleur ou le sable détériorent les véhicules au fil des kilomètres. Les crevaisons ou les pannes sont inévitables. L'un des plus gros enjeux pour notre équipe est donc d'amener le convoi à destination avec le moins de casse possible et surtout en perdant le moins de temps lors de nos immobilisations, car c'est lorsqu'il est à l'arrêt que notre convoi est le plus vulnérable. De la théorie, je vais très vite passer à la pratique. Moins de 3 heures après notre départ, je vais être confronté à ma première grosse réparation. Allez, vous pouvez débarquer, on va checker un véhicule. Ok, donc là on a 2 vecteurs en panne en même temps. Donc on a Tango 10 là qui a un problème de moteur, surchauffe moteur. Et on a au niveau 500 mètres là, on a un autre vecteur qui a une crevaison lui.
Quand on est bloqué comme ça, le plus gros risque, qu'est-ce que c'est? C'est justement d'avoir une intrusion de véhicule qui puisse rentrer dans le dispositif. Et nous, là, c'est la sécurité du véhicule qui prime. Et ça peut arriver vite parce qu'on a quand même l'impression d'être au milieu de nulle part là. C'est justement ça le problème, ça paraît vite. Nous devons donc d'abord sécuriser le périmètre. Guillaume, mon binôme, et Warren, notre pilote, se positionnent autour du véhicule en panne pour protéger l'intervention des mécaniciens. Les consignes du commandement sont claires. Pour éviter tout risque d'attentat-suicide, aucun véhicule non identifié ne doit s'approcher à moins de 200 mètres de notre convoi. Autour de nous, le désert semble complètement vide. Pourtant, la tension de mes coéquipiers est palpable. Et alors que les équipes sont à pied d'œuvre pour réparer, des engins sortis de nulle part apparaissent au loin. D'abord une moto, puis un camion, suivi d'un pick-up. Fusil en évidence, Guillaume leur fait immédiatement signe de s'éloigner. S'il n'obtempère pas, il effectuera des tirs de sommation avant d'ouvrir le feu sur le véhicule s'il continue à s'approcher du convoi. Les véhicules s'éloignent, mais rester ici immobile expose le convoi de trop gros risques, d'autant que la panne semble plus compliquée que prévu. Le commandement décide donc d'employer les grands moyens. Donc là, ils préfèrent déployer la grue, on lève le véhicule et on gagne pas mal de minutes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont traîner le véhicule sur toute la distance jusqu'à ce qu'on s'arrête ce soir? Et ce soir réparer... Sur les pièces, ils répareront, je pense. D'accord. Voilà. En fait, nous, le but, c'est d'avancer. Là, vous voyez, on est étalé sur vers 10 km. Donc c'est une position qui est hyper inconfortable. Donc le but de nous, c'est que ça dure le moins de temps possible. Donc on va arriver sur la BOAT ce soir. Et là, les mécanos, ils vont se mettre à pied d'œuvre. Et ils vont essayer de réparer au maximum. Voilà. Mais le but, c'est qu'il faut qu'on avance. Pour avancer, il va falloir remorquer le véhicule et pour pouvoir le tracter, il faut enlever son arbre de transmission. L'opération se fait par une chaleur accablante. Pour des raisons de sécurité, les soldats gardent leurs armes et leurs gilets pare-balles, pas franchement pratique. Une fois l'arbre de transmission enlevé, le tractage se met en place. L'opération aura pris un peu moins d'1 heure. Malgré la climatisation, il fait plus de 30 degrés à l'intérieur de notre VAB. La déshydratation est un véritable danger ici. Chaque jour, chaque militaire peut boire plus de 6 litres d'eau. Une heure et demie après la première grosse panne, nouvel arrêt. On a une panne sur Tango 13, vous pouvez débarquer. Cette fois, ce sont les freins d'un camion qui posent problème. Ils ne fonctionnent plus. Une fois encore, on tente de réparer sur place. Bon, pour l'instant, on est en train d'essayer d'enlever un raccord, mais ça bouge pas du tout. En revanche, je prends plein de sable dans les yeux et ça se passe super agréable. Ah, c'est bon? Ouais. T'es pas rassuré quand t'es dessous parce que tu te dis si ça bouge. Après 45 minutes d'effort, pas moyen de réparer. Le camion va devoir être remorqué jusqu'au bivouac du soir. Un bivouac qui va arriver beaucoup plus tôt que prévu à cause du temps perdu. Nous n'avons fait que 74 km en 6 heures, 12 km/h en moyenne pour cette première journée de piste,
Nous n'atteindrons pas Lima 1, l'objectif espéré initialement. Les responsables du convoi décident donc de s'arrêter pour la nuit et d'installer notre BOAT en plein milieu du désert. Les unités de génie intégrées dans le convoi passent à l'action. Avant de pouvoir monter le bivouac, la zone choisie doit être inspectée par les démineurs. Puis commence alors un grand balai très précis. Chaque véhicule est dirigé de manière à constituer un camp pour la nuit. Avec ses lunettes de soleil et son antenne radio, c'est le maréchal-chef des logis Amin qui prend les commandes de la manœuvre. Chaque engin est positionné au centimètre près. L'idée générale, comme dans le Far West de la ruée vers l'or, constituer un grand carré, un espace sécurisé à l'intérieur duquel nous pourrons passer la nuit en toute sécurité. Ok Thomas, bon là on est arrivé. J'ai la bonne et la mauvaise nouvelle. La bonne c'est que là on est arrivé, tout le monde est posé. On va pouvoir se déséquiper. Ah. D'accord, parce que là ça y est. Vas-y, envoie la mauvaise. La mauvaise, mais qui est quand même une bonne, c'est qu'on va pouvoir un petit peu s'occuper de nos affaires. Ouais. Donc on va d'abord descendre tous les sacs, vider un petit peu le vase, faire de la place. Ouais. Et ensuite on se concentrera sur l'entretien du matériel. D'accord. Donc il faut tout nettoyer, c'est ce que tu es en train de me dire en fait. En grosso, oui, c'est ça. Ok. Pendant la journée, le sable s'immisce partout. Dans les véhicules, à l'intérieur de nos vêtements, c'est un véritable fléau contre lequel il faut lutter en permanence. Nous, notre menace, c'est de casser notre matériel. Si on n'a pas notre matériel, on ne peut pas continuer la mission. Donc derrière, il y a des gens qui attendent impérativement que ce soit des pièces mécaniques, des pièces techniques. Le soir, quand on se met en dispositif de sûreté, tout le monde fait l'entretien des matériels. On est en permanence en train de nettoyer notre matériel pour pouvoir continuer la mission. Une fois le matériel pris en charge, il faut ensuite s'occuper des hommes, préparer les inévitables lits picots. Nous bénéficions de nouveaux modèles, un petit plus pour la nuit qui se fera à la Belle Étoile. Pendant qu'une partie de mon équipe nettoie ses armes, l'autre s'attelle à la préparation du repas. Et pour cette première soirée dans le désert, je vais servir de commis de cuisine à Warren. Notre pilote a troqué son volant pour des casseroles. Il est devenu notre chef cuistot. Ok. Allez bien, Tata. Allez, balance. On fait bouillir tout ça. Encore beaucoup quand même. Encore. C'est pas à l'huile. On est combien ce soir? Pardon? On est combien? 10. Je pense que ça suffira ça? J'ai jamais mis autant de pâtes dans une casserole. Allez, encore un tout petit peu. Il y a des fois ici, justement, quand vous avez ces soirées-là, ces journées-là, vous dites, putain, qu'est-ce que je fais là, quoi? Qu'est-ce que je fais là? À 5000 km ou 4000 km de la maison. Ah non, mais on est bien. Non, mais l'entente fait beaucoup. L'entente fait énorme. Quand on est une équipe où on rigole, à chaque fois qu'on se voit, même quand les mecs il est ensablé et tout, on est toujours là pour sortir une connerie et puis ça repart. Donc en fait, ce truc-là, 4000, 5000 km, on n'y pense pas trop. Mais malgré les sourires et la bonne ambiance entre les membres de l'équipe, la réalité de la mission n'échappe à personne. Dans ce désert du Nord Mali, chaque soldat sait qu'il risque sa vie à tout moment. Là, le soir, t'es tout seul là. Ça arrive pas tout le temps, mais une fois que t'es plus avec les copains, que le match est fini, on tombe les pompes et puis là on se dit ouais putain. Quelle galère. Ouais, là je suis quand même ouf de faire ça quoi. Mais après c'est bon, tu vois le matin tu te lèves, tu vois tous les mecs avec le matin à 2h, tu te lèves? Ouais voilà ouais. T'as tous les mecs avec les filets de bave là. Et puis ça y est, c'est parti, la journée commence, les premières conneries commencent à sortir et là on remet les pompes et on est reparti quoi. Ouais.
premier jour en dehors de la base de Gao. On est parti ce matin. Une journée difficile parce que tout est nouveau. Il faut faire attention à tout. Tout va très vite, il fait très très chaud. Les gilets pare-balles sont très encombrants. Et malgré même la clim dans ce véhicule blindé, c'est un véritable enfer. Ce qui est impressionnant ce soir, c'est qu'avec toute la tension qu'il y a eu toute la journée, sur cette base qui a été montée en quelques heures seulement, les gens ont le sourire ce soir, tout le monde est détendu, tout le monde va qu'à ses occupations comme si de rien n'était. Voilà, moi je vais pas tarder à me coucher parce qu'on a dormi que quelques heures hier soir, que la journée de demain commence très tôt, 4 h du matin normalement. On est prêt à partir. Aujourd'hui, c'est une journée clé parce qu'on va traverser un territoire qui est contrôlé par les GAT, les GAT, les groupes armés terroristes. Et du coup, il faut vraiment qu'on dépasse ce territoire pour pouvoir s'arrêter ce soir. Il faut qu'on fasse 150 km aujourd'hui. Gros challenge pour la journée. Dans les véhicules, l'excitation du départ et la bonne humeur de la veille laissent place à la concentration, mais aussi à la tension. Sur notre trajet vers Lima 2, notre objectif du jour, nous allons croiser 3 zones habitées où la menace terroriste est très élevée. Et après 3 heures de route, nous arrivons déjà près de la ville d'Al-Moustara, où un soldat français a perdu la vie en 2014. À l'intérieur du VAB, Guillaume est aux aguets. Les yeux rivés sur le retour de la caméra installée sur le toit du véhicule, il scrute la zone à 360 degrés pour localiser une menace potentielle. Alors que nous longeons le village, nous croisons une moto, mais son conducteur garde ses distances. Guillaume, lui, continue de balayer le secteur avec sa mitrailleuse. Le danger peut venir de toutes parts et une attaque ne prend que quelques secondes. Nous devons être prêts à engager le combat à tout moment. À la sortie du village, la tension retombe légèrement. Mais à peine quelques kilomètres plus tard, le commandement nous oblige à stopper le convoi. Tout devant, au niveau de l'élément de recours, ils ont observé un individu, un genou à terre, qui était près d'un mouvement particulier. Donc là, ils ont pris les coordonnées, ils ont envoyé le drone. Ils sont en train de checker la zone et il y a un petit groupe qui est parti pour essayer de contrôler l'individu. Alors que l'équipe de reconnaissance est partie contrôler l'individu suspect à 5 km de là, je sens monter la pression. Nous sommes en plein désert, dans une zone truffée de groupes terroristes. J'ai du mal à évaluer notre degré de vulnérabilité. Heureusement, Guillaume, mon binôme et les soldats qui nous entourent ont l'air concentrés, mais sereins. Dans le VAB Transmission, le responsable des opérations de reconnaissance reçoit en temps réel les images du drone qui est arrivé sur la zone. La caméra de l'engin essaie de repérer toute activité suspecte en tête du convoi. Après analyse, les images sont rassurantes. L'individu n'est plus là. La voie est libre. Le convoi peut repartir. À peine 4 heures de route et cette deuxième journée de convoi à mi-Ménère à rude épreuve. L'état de la piste est de pire en pire et le franchissement d'une profonde ornière va soudainement m'être fatal. Une violente douleur me transperce le bas du dos. Quelques kilomètres plus loin, nous profitons d'un nouvel arrêt du convoi pour cause de panne mécanique pour évaluer mon état. Enlève le pare-balles, voir. Putain. Si t'es vraiment pris partout, genre respiration coupée, etc. Mais non, c'est pas de la respiration, ça va, c'est juste le... C'est comme s'il y avait un coup de barre, tu prends un coup de barre dans le dos, quoi. Ça fait quand même différent. Putain, le mec il se fait mal sans rien faire. Je suis au taquet. Et je fais venir la doc, voir si elle peut pas donner des cachetons au cas où. Ouais, ce serait bien, ouais. Voilà.
Le médecin du convoi, le commandant Carole, vient à ma rescousse. Là, ça tire un peu. Je vais te donner ce qu'il faut. Ouais. Maintenant, c'est clair que le gilet, c'est pas le meilleur ami pour le dos. Ouais. Et en fait, le soir en BOAT, il faudrait que tu t'étires quand tu l'enlèves. D'accord. Si tu veux, le soir en BOAT, je te montrerai. Là, je passerai te voir ce soir alors pour que tu montes. Je te donne. Merci. L'eau. La panne réparée, le convoi peut repartir. J'espère que les médicaments vont faire effet et atténuer ma douleur, au moins jusqu'au bivouac. On a un mec blessé derrière. Mais nous sommes loin d'être arrivés et quelques minutes à peine après être repartis, le VAB du lieutenant Théo reçoit un message radio inquiétant. Le lieutenant prévient immédiatement tous les pilotes de la présence possible d'un engin explosif sur le parcours. Le convoi doit immédiatement s'arrêter. 3 bouteilles d'eau et des fils électriques détectés sur le côté droit de la piste. Parlez. Alors qu'à l'avant les démineurs sont partis vérifier l'engin suspect, nous devons inspecter le secteur dans lequel nous nous sommes arrêtés. Guillaume m'indique la marche à suivre. On cherche quoi? On va chercher des fils électriques, de la terre remuée, des choses comme ça. Est-ce que le risque, c'est quoi? Le risque, c'est qu'ils aient mis à l'heure pour nous faire arrêter et qu'ensuite, après, là où on est, il y ait les vrais. D'accord. C'est ça le risque. Donc, on check. Notre inspection ne donne rien. Devant, les démineurs nous informent que les bouteilles d'eau et les fils électriques suspects n'étaient pas un engin explosif. Le convoi peut repartir. Pour rattraper le temps perdu au cours de la matinée, le commandement décide d'accélérer la vitesse du convoi. Nous dépassons les villes de Tabancor et Anéfis et traversons sans incident les secteurs occupés par les groupes terroristes. Nous parcourons au total 160 km. Notre objectif pour cette deuxième journée de convoi est atteint. Nous parvenons à Lima 2 et installons notre deuxième bivouac à la tombée de la nuit. Le temps de sécuriser la zone, les véhicules se prépositionnent. Le soleil se couche. Il fait rapidement nuit noire. Une difficulté supplémentaire pour l'installation de notre camp. Les repères visuels disparaissent pour les pilotes comme pour moi. Je vais donc devoir aider Guillaume à former le carré du bivouac à la lumière des phares. Pour une première, ce n'est pas franchement idéal. Je vais garer le premier véhicule. Ouais, oui. Et tu feras les autres. Ouais, oui, très bien. Les lumières, coupe, merci. Doucement, doucement. Braque à fond. Encore. Malgré son mal de dos, il a fait des efforts, même dans la douleur. Il s'est quand même accroché et ça a été un super point pour nous. Je l'ai un peu mis en situation d'échec, mais il est rentré dedans, donc c'est bien. Il a pas reculé, il a avancé. Bon, je crois que t'es pas fait pour ça. Bon, bah si, tu vois. Je vais faire. Je vais y arriver, allez, vas-y. Et on prend la relève. Quand on n'est pas forcément du métier, moi c'est comme mes jeunes, hein, c'est un peu près pareil. La première fois qu'ils ont fait, c'était un peu galère. Mais la volonté était là, donc c'est ça qui était plutôt bien, quoi. Bon, il m'aide un peu parce qu'on est parti à 13h. Mais sinon, j'aurais pu le faire en une demi-heure facile. Alors que le carré du bivouac est en train d'être formé, c'est le même rituel que la veille. Nettoyage complet, entretien des véhicules et réparation. Quant à moi, pour mon dos, j'ai rendez-vous avec le docteur Carole. Et ça va durer combien de temps là Il faut que tu comptes 48 heures pour avoir l'effet des métaux. Ah oui, quand même. T'as pas d'effet miracle.
trouves une bonne âme pour te masser le dos. Mais... Ouais, non, ça. Il y a plein de guerriers là. Ouais, justement, parce que les gens dans mon VAB, ils sont Pour demain matin et demain soir. beaucoup trop costauds. Ça, c'est demain matin et demain soir. Ça, c'est pour ce soir. Ça, j'ai pas besoin. Ok, super. Merci, docteur. À demain. À demain. Journée compliquée aujourd'hui, ça s'est déroulé de manière assez tendue. On traversait une zone qui est une zone fréquentée par les fameux GAT, les groupes armés terroristes. Mais surtout pour moi, la journée a été galère parce que je me suis fait super mal au dos. Et voilà, du coup, je suis tout bloqué en fait, du bas du dos. J'ai un lumbago, c'est ce que m'a dit le médecin. Voilà, et là il est tard, tout le monde va être crevé, c'est pas formidable. Voilà, du coup je vais me coucher. Épuisé, je m'endors vite. Mais ma nuit sera très courte. À 3 h du matin, Guillaume me réveille. Je suis réquisitionné pour un tour de garde, capitale, pour assurer la sécurité du camp pendant la nuit. La gardition, on utilise soit l'OB, c'est la vision de nuit, soit on a aussi tout ce qui est JMLR pour la thermique. On essaye de limiter cette utilisation puisque ça fait du bruit et ça consomme énormément en batterie. Après nous, l'avantage qu'on a ici, c'est que comme on est dans un désert très plat, en tout cas dans cette zone-là, on a visu sur 360 hyper loin. Ce qui fait qu'en fait, on voit les gens arriver. Donc même si nous, on est exposés, finalement, on est aussi protégés, puisqu'on voit les gens arriver. Je voulais pas en parler hier soir, mais une semaine avant qu'on arrive ici, il y a un mec de chez vous qui est mort. Ouais. Qui a sauté sur une mine. Ouais, Fabien, ouais. Vous en parlez de ça ou pas? Ouais, on en a pas mal parlé entre nous, ouais. Mais on n'en parle pas trop en ce moment, parce qu'on est dans la mission. Faut d'abord qu'on finisse cette mission avant de pouvoir relâcher et commencer à gamberger. Voilà. Et c'est quoi ce mec? Il était à ma place dans un autre peloton. Quand ça arrive, ça tu te dis c'est les risques du métier ou ça pourrait m'arriver à moi ou... Ah bah ça nous renvoie toujours le miroir, ouais c'est sûr. Après moi j'évite au maximum de me projeter là-dedans. Ça aurait pu être moi dans le VAB, quoi, ça c'est clair. Après, j'évite de refaire l'histoire. Mais ça a été un coup dur. Ça a été un coup très dur à encaisser. Je pense qu'on le paiera plus tard. Tu feras gaffe, tu les tiens à l'envers. Ouais, ça marche quand même. D'accord. Quelques heures plus tard, nous repartons avant même le lever du soleil. Si nous parvenons à conserver notre rythme actuel, nous pourrions atteindre Thessalite d'ici 2 jours, c'est-à-dire dans les temps. Sans me douter de ce qui va nous arriver, j'espère pouvoir profiter d'une journée sans gros pépins. La fraîcheur et la lumière de cette aube malienne incitent à la sérénité. Mais très vite à l'intérieur du VAB, la poussière, la chaleur et la fatigue commencent à se faire sentir. Mon dos me fait souffrir et j'utilise chaque moment de répit pour recharger les batteries. Pas facile, les pistes sont mauvaises. Danger supplémentaire, elles sont parfois traversées par des hommes ou des femmes sortis de nulle part. Mais lors de ce 3e jour de convoi, le répit sera de courte durée. Quelques heures après notre départ, première grosse casse, le matériel, lui aussi, commence à montrer des signes de fatigue. Ah, là, on a le bras du VAB qui a cassé sur la bosse. Là. Ça se répare, ça? Non, négatif. Donc là, il faut tracter, quoi. Là, on va le mettre sur un plateau évacuation et, avec la grue et puis après, on va continuer la mission. Alors que les mécaniciens s'occupent du VAB cassé, les pilotes des autres véhicules profitent de l'arrêt, chacun contrôle son matériel. Sans grande surprise, de nouvelles avaries sont vite constatées.
Là, c'est la loi de série, il aurait pris une bosse un peu trop fort et il y a quelque chose qui est fêlé en dessous. Chacun s'attelle à sa tâche. Je vais voir le capitaine Nicolas. Le chef du convoi doit constater les dégâts pour pouvoir établir son rapport. Celui-ci commence à avoir une fuite assez sérieuse. Ça, c'est le mien, ça? C'est ça. D'accord, super. Tout à fait, ouais, c'est le vôtre. Ok, donc ça fait 4 VAB, un PP log. Ça fait 3 VAB et un PP log. 3 VAB et un PP log. 3 VAB et un PP log, donc bilan sérieux. Nous sommes donc bloqués en plein milieu du désert, à terrain découvert. Il va falloir se dépêcher de réparer. Malgré mon mal de dos, je fais de mon mieux pour aider mes coéquipiers et participer aux opérations. Il faut plusieurs hommes pour un simple pneumatique. Sur du sable, pas question d'utiliser un cric. La procédure pour changer la roue est strictement codifiée. Le pneu et sa jante pèsent très lourd. Si elle venait à tomber sur quelqu'un, les conséquences pourraient être dramatiques. Tout doit donc se faire à la main, à plusieurs, de manière précise et coordonnée, et bien sûr, comme toujours, le plus rapidement possible. Au fur et à mesure de l'aventure, je l'ai senti de plus en plus investi. Et en fait, ça a été presque un membre du groupe, quoi. Il a vraiment montré une bonne volonté sur le fait de s'engager et d'essayer quand même de participer un maximum, même en étant un petit peu réduit physiquement. Donc ça c'est pareil, ça a été vachement apprécié, même au niveau des mecs, quoi. Bon ouais, on est loin des records 7 minutes. Ouais, c'est mon premier. Un record 7 minutes. J'en ai réparé un, il m'en reste 2 à faire, on repart après? Allez, feu. Allez, c'est parti. Mais la grosse opération du jour, c'est celle-ci. Le VAB dont l'arbre de suspension est cassé ne peut plus avancer. Il doit impérativement être chargé sur un plateau d'évacuation. Problème de taille, aucun engin dans notre convoi ne peut soulever ces 17 tonnes tout seul. Il va donc falloir faire preuve d'imagination. 2 porteurs lourds de dépannage sont réquisitionnés. Avec sa grue arrière, le premier va soulever l'avant du VAB. L'autre utilisera son bras arrière pour soulever l'arrière. Une fois le véhicule accidenté en l'air, le camion peut alors venir glisser son plateau par en dessous et le récupérer. Une mécanique de précision testée par ces hommes pour la première fois au beau milieu du désert et qui fonctionne. Au total, l'opération aura duré un peu plus d'1 heure. Nous sommes à la moitié du périple, il ne nous reste plus que 3 véhicules de dépannage. Il faut maintenant arriver le plus rapidement et le plus prudemment possible à notre bivouac. Toute nouvelle casse aujourd'hui serait dévastatrice. Heureusement pour nous, le reste du trajet du jour se déroule sans problème majeur. Lors de cette 3e journée de convoi, nous avons parcouru une centaine de kilomètres. Nous sommes dans les temps et nous arrivons au niveau de Lima 3. Ce soir, c'est avant le coucher du soleil que nous installons notre camp pour la nuit. On a beau être dans le désert toute la journée, même dans cet environnement hostile, on arrive toujours à se faire surprendre par la beauté des lieux. De petits instants d'introspection qui permettent d'adoucir le quotidien. Au bout de 3 jours dans ce désert, d'un peu moins d'1 semaine au Mali avec mes nouveaux collègues, tout me semble étrangement normal. Comme si ce convoi n'était pas mon premier, comme si je connaissais l'équipe depuis toujours. Une routine s'est mise en place. C'est à ce moment-là que je me rends compte que je suis déjà bien intégré. La journée était très fatigante parce qu'il a fait très chaud, parce qu'il a fallu faire beaucoup de choses pour aider à réparer, même si encore une fois ma contribution à moi est minime pour des raisons évidentes, mes compétences en mécanique étant nulles.
Et voilà, mon mal de dos qui a commencé hier s'est un peu tassé dans la journée, mais c'est revenu ce soir, j'ai très mal et ça m'embête beaucoup parce que voilà, du coup ça limitait énormément mes contributions. On a quand même bien roulé dans l'après-midi, du coup là on se rapproche de notre destination finale. Le lendemain matin, levé à 4 heures. Les moteurs sont vite mis en chauffe. Le convoi se reforme vers 6 heures. Les mécaniciens ont travaillé une grande partie de la nuit. Après les difficultés de la veille, tout le monde espère une journée moins chaotique. Sans casse mécanique majeure, nous pourrions même espérer atteindre Thessalite, notre objectif dans la journée. Mais ici, rien ne se passe jamais comme prévu. Le début du trajet se déroule plutôt bien. Près de 2h30 après notre départ du bivouac, nous n'avons rencontré aucune grosse difficulté. Le sable défile sous nos pneus, le moral est au beau fixe. Mais je vais rapidement déchanter. Nous devons à nouveau nous arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé là? Bah là, d'un coup, on a cassé le camion en deux. Là, le châssis s'est cassé en deux là. Donc suite au tracté levé, au terrain accidenté. Et comment vous réparez ça? Bah là on va pas pouvoir réparer, hein. Là il est vraiment cassé. Donc la solution intermédiaire qu'on a sur un plan B, on a un transporteur civil qui va venir et on va le charger sur un porte-char malien. C'est bon pour nous. Je suis chargé de superviser la communication de l'opération. Je ferai les liens entre le pilote et celui qui me guide, le chef mécanicien. On passe la cale. Alors que nous nous engageons sur le plateau, nouvel accroc. On est dans un camion, en équilibre sur un autre camion et on n'arrive pas à passer une cale. On passe donc au plan B. Deux véhicules viennent se positionner de chaque côté devant notre camion. Grâce à deux câbles fixés à notre châssis et à leur treuil, nous sommes tractés sur le plateau. Nous réussissons enfin à boucler la manœuvre. Pour cette seule opération, il nous aura fallu environ 3 heures de travail. En termes de timing, 14h21, ça veut dire quoi? On reste ici, on bouge, on fait quoi là? Là j'ai eu un nouveau point, donc on va essayer de se déplacer sur un nouveau point pour une BOT. D'accord. Voilà. Et là, on n'a plus le droit à l'erreur en termes de casse. Là. On n'a plus beaucoup ça tombe bien, on arrive bientôt à Thessalite. Ouais, très bien. On n'a plus rien pour charger. Voilà. Allez. C'est dans la poussière qu'on sécurise le chargement. Le gros du sable est enlevé avec de l'air comprimé. Nous nous mettons ensuite en route vers notre lieu de campement. « 26 km plus tard, nous plantons notre bivouac. Avant la formation du carré, les véhicules font le plein de carburant. Ici, les choses vont vite et pas besoin de carte de crédit. Nous avons parcouru plus de 100 km dans la journée. Pas mal, mais pas suffisant. C'est donc tout près du but que nous devons nous arrêter. Il ne nous reste désormais qu'environ 100 km avant d'arriver à Thessalite. Quant à moi, je file chez les mécanos, l'un des seuls groupes du convoi à avoir bricolé une douche. C'était une proposition indécente d'être dans la journée au moment où on réparait le camion. C'est ma première douche sans bouteille d'eau depuis le début du séjour. Et c'est un véritable plaisir, même si l'eau est froide et si les moteurs tournent à côté.
c'est la fin d'une très longue journée, une bonne dernière journée de convoi, si tout va bien, parce que du coup on a loupé notre créneau et on n'a pas pu repartir. Il a fallu s'arrêter ce soir encore en plein milieu du désert, ce qu'on a fait. Donc bon, on est toujours dans les temps globalement, mais on a pris un peu de retard. Si tout va bien donc, on devrait être à Thessalite demain. Voilà, vous bougez. Aujourd'hui, l'humeur a changé. J'ai l'impression que l'impatience est plus vive. Il ne nous reste qu'une centaine de kilomètres à faire pour arriver à destination. Trois heures plus tard, après 4 jours et 4 nuits dans le désert malien, les paysages changent. Le sable se fait rocaille. Sur le bord de la piste, quelques soldats sont venus accueillir le convoi. Et au loin, apparaît comme un mirage notre destination finale. Voici la base française avancée de Thessalite. Bon, après 4 jours et demi de voyage, on est enfin arrivé à Thessalite. Il n'y a plus qu'à rentrer les camions dans la base. Et c'est terminé. Je suis bien content que ce soit terminé. Ouais, mais c'est pas terminé. Comment ça? Faut décharger tout ça? Ah bah oui, on est là pour ça. Ça se termine jamais ton affaire. Ça se termine jamais. En fait, ça se termine comme ça a commencé. Souvent des cartons. En tout cas, la capacité d'adaptation, et ça, il l'a, c'est sûr. La preuve, en 2 jours, c'est bon, il connaissait tout le monde, il appelait tout le monde par son prénom. Dès qu'il allait voir quelqu'un, cette personne voulait l'aider et voulait lui apprendre ce qu'il savait. Et ça, c'est ce qu'on a besoin en fait dans la logistique. La communication et dialoguer, c'est vachement important. Et ça, là-dessus, comme il a un très bon côté humain, je pense qu'effectivement, il pourrait faire un bon militaire. Chaque année, une douzaine de convois comme celui dans lequel j'ai été embarqué relie Gao à Thessalite. Le nôtre aura mis 5 jours pour arriver à destination. 5 journées pendant lesquelles j'ai aussi découvert des hommes passionnés, des aventuriers et des soldats d'exception. Guillaume, Warren, Amine, Théo et tous les autres sont d'incroyables professionnels toujours prêts à avancer, coûte que coûte. Leur maîtrise, leur rigueur, leur intelligence et leur sourire ont transformé cette route de l'enfer en une formidable aventure humaine. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce VAB modèle 83, nous allons faire un tour de piste. Ah, ah, oh, oh là 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 là. Oh Top Gear! Top Gear, ici c'est le Mali! Oh les Nations Unies là! C'est qui le roi? 17 tonnes! 17 tonnes papa! Je vais revendre ma moto et je vais m'acheter un VAB. Et les mecs qui jouent au foot américain devant moi là! Oh! Avec conscient va! Sympa qu'ils ont à faire là hein! Mets un coup, mets un coup! Allez, je vais laisser tomber BFM, je vais devenir vabiste.